président de l'Université Mohamed V, chargé de la coopération et de la recherche, Monsieur le directeur d'Euromed Business School, l'Université Euromed de Fès, Monsieur le représentant de l'Union pour la Méditerranée, Monsieur le directeur du laboratoire des études de recherche juridique et politique, Madame la directrice du laboratoire d'économie appliquée au développement de l'Université de Toulon, qui sera avec nous en ligne en raison des grèves, comme vous le savez en France. Il n'a pas pu être avec nous en présentiel, mais il va intervenir en ligne. Monsieur le représentant de la Direction des relations commerciales internationales, chers citoyens et chers départements, chers invités, chers collègues, chers doctorants et chers étudiants, j'ai l'honneur et le plaisir, au nom de la Faculté de sciences juridiques, économiques et sociales, de vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de l'organisation de la 14e édition du colloque international de Rabat, portant cette année sur le thème commerce et investissement dans un contexte de crise au Pérou. Avant d'évoquer les soubassements d'organisation de cette édition du colloque international de Rabat, il faut rappeler que cette édition est la 14e et je voudrais souligner que nous sommes tous ravis d'abord d'avoir cette édition en présentiel avec une interruption momentanée en raison de la pandémie de la Covid-19. En effet, l'une des crises traitées dans le cadre des travaux de ce colloque a trait à la pandémie de la Covid-19 qui nous a empêché, comme vous le savez, d'interrompre momentanément la tenue de ce colloque. Mais malgré l'amélioration de la situation sur le plan sanitaire qui nous a permis la continuation de cette tradition et de cette manifestation scientifique dans le temps, dans la première édition, je le rappelle, remonte à 2007. Et comme vous le savez, l'édition de cette année a été enrichie par l'élargissement du cadre des partenaires avec la participation de l'Université Euromed de Fès, de représentants de l'Union pour la Méditerranée et des chaires de l'OMC, des chaires de l'OMC au pluriel, de l'Université Cheikh Anta Diop du Sénégal et de l'Université Abomey Calavé du Bénin. Autres donc les partenaires historiques de ce colloque international de Rabat, à l'instar du bureau régional de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique du Nord et le laboratoire d'économie appliquée au développement de Toulon, nous cherchons toujours à élargir le réseau de partenaires, tant nationaux qu'internationaux, des deux rives de la Méditerranée, ainsi que ceux originaires de l'Afrique subsaharienne. Et les propositions de communication répondant à notre appel de communication cette année ont été marquées par ailleurs par un intérêt émanant presque de toutes les universités marocaines, nationales. Je cite l'Université Hassan II de Casablanca, l'Université Qadia Iyad de Marrakech, l'Université Mohamed Ben Abdallah de Fès, l'Université Notofaya de Netra, l'Université Sultan Moulay Slimane du Bilal, l'Université Mohamed Ier de Ouida, l'Université Bezoar de Agadir, la liste n'est pas exhaustive, excusez-moi. Donc, outre les partenaires traditionnels de ce colloque, et je parle bien sûr de la Commission, de l'Université de Toulon, de l'Université Lumière de l'Université Jean Moulin, dont le représentant est avec nous, M. Sillem,
On a cette année plusieurs universités africaines, du Cameroun, du Tchad, du Gabon et de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Donc ce nombre de propositions, il est encourageant dans la mesure où ça exprime l'intérêt croissant pour cette manifestation scientifique tant au niveau national qu'au niveau international. Par rapport au thème de cette édition du colloque international de Rabat, on ne pouvait pas parler aujourd'hui de commerce et d'investissement sans prendre en considération les crises auxquelles fait face l'humanité et la planète, à savoir la crise géopolitique liée à la guerre en Ukraine, la crise sanitaire inhérente à la COVID-19, la crise alimentaire, la crise énergétique, et la liste n'est pas bien sûr exhaustive. Vu le caractère multidimensionnel des crises, on parle aujourd'hui de la polycrise qui affecte le commerce, l'investissement, le développement, le multilatéralisme et la primauté du droit, ainsi que la sécurité humaine dans sa globalité. C'est dans ce contexte international instable, incertain et complexe que des chercheurs et des praticiens ont été invités dans le cadre de ce colloque à réfléchir, à échanger sur l'essor des collections internationales, le devenir du multilatéralisme, et de l'adaptation des chaînes de valeur globales et la résilience des économies des pays en voie de développement en général et des pays de la région face aux chocs externes et face à la succession de crises. L'édition du colloque international de Rabat de cette année sera marquée par l'organisation de sessions plénières, de tables rondes, d'ateliers parallèles et d'une école doctorale. L'ensemble des travaux de ce colloque sera animé par des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des représentants d'organisations internationales tant multilatérales que régionales et des représentants de fédérations professionnelles également nationales et internationales. Donc je remercie toutes celles et ceux qui ont accepté de participer à l'animation de ce colloque et tous les partenaires dans ce contexte, à savoir l'Organisation mondiale du commerce, l'Union pour la Méditerranée, la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, l'Université euro-méditerranéenne, le laboratoire d'économie appliquée au développement de l'Université de Toulon, les chefs de l'OMC de Dakar et le Bénin. Je remercie enfin le comité d'organisation de cette édition et je souhaite plein succès aux travaux de ce colloque et je souhaite également enfin un séjour agréable à nos invités qui sont venus de loin. Merci pour votre attention. Donc, je donne tout de suite la parole à Madame Susanna, la directrice du bureau régional de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Le bureau régional couvre les pays de l'Afrique du Nord. Vous avez la parole, Madame. Merci beaucoup, Professor Geoffran. So I will speak in English. Distinguished guests, ladies and gentlemen, Professor, esteemed Dean and Rector, it's a great honor for us to be here and revive our participation in this important colloquium after several years. Let me tell you why we are interested and why is it important and honor for our office to be here. So as Professor Geoffran mentioned, we are living in the world of multiple and cascading crises, which have really took pretty much everyone in this world by surprise. And one trend and one question perhaps that is being posed
is whether the globalization and the benefits that is brought about, which this increased trade, increased foreign direct investment, and income and growth is halted, is on reverse, or has completely stopped. So it's particularly exciting, I think, from my perspective, to be a student of economics and law today, because you will have opportunity to contribute to these challenges and also to address completely new ones. So we do not think that the globalization has stopped. We just think, it has perhaps taken different forms, and it will have basically different drivers than in the past. So one of them is real jump in technological progress, the fourth industrial revolution in all its forms, and equally important are the changes brought about by climate change. And with that, we saw in recent years, as Professor Goffran said, disruption of global value chains. So countries are basically looking for nearshoring and friendshoring, and from just-in-time delivery, they are now thinking about just-in-case partnerships, so much more about contingencies. And this is really where the African Continental Free Trade Agreement comes in at the right time and at the right place. So in 2019 in Niamey, it was basically officially launched by the African Union, and last November in 2022, we had another important summit on the industrialization in Africa. And those two fit together very well. When we look, for example, at the experience of East African countries, where the regional African trade is much more advanced within East Africa than in the rest of the continent, we see, in fact, it's manufactured goods that get traded within the sub-region. AFCFTA thus provides opportunity today for 1.3 billion people, 54 countries, with our United Nations classification, and a trade that could about 3 billion in GDP, US dollars, and trade that could increase by 60%. Another opportunity that AFCFTA provides is for job creation, and this is particularly important for young people today. So it provides opportunity for basically internationalization, as long as people have the right skills and can seize the opportunities, and many of them will be also in industrializing agriculture. So there will be basically structural transformation within agriculture, and that will be important for driving the structural transformation and diversification, and provide opportunities. But there will be many other. And then let me just mention the climate change, where our office and ECA especially is really focused. So this is a major challenge, because the financing gap in this area is very high. I mean, the estimates vary, but according to African Development Bank, just adaptation every year would cost about $125 billion, and only about 30 billion is really being raised. So it's a major challenge, and it needs to be part of how AFCFTA is also addressed with the attention to climate change. So let me now just briefly speak about what our office is doing, why we are here, and how we will contribute. So our office focuses on competitiveness, growth, and employment. And within that, regional integration is an important area. So one of our programs is on migration, and that will be one of our presentations. The other one will be on regional integration as such. And then the last one will be on financing and innovative ways of financing and how they can support employment, because we know and we hear all the time that one of the key constraints for SMEs and new firms is access to finance. But having said all that, we really hope that this is a start of a renewed cooperation between the university and the office, and we look forward to interacting with you and continued collaboration. So with that, again, many thanks to the university for inviting us, and so I will give the word back to the Professor Goffran. Thank you. Merci, Madame, pour votre soutien et le soutien historique apporté par votre gouvernement régional
à l'organisation de différentes éditions de ce colloque international de Rabat. Et je donne tout de suite la parole à M. le vice-président de l'Université Mohamed V, chargé de la coopération de la recherche, M. Smaïl. Merci, Monsieur le Doyen. Mesdames et Messieurs, chacun en son nom et son titre. Chers professeurs, chers étudiants, alors je vais essayer d'être assez bref pour ne pas prendre la parole. Alors, tout d'abord, je vous présente les excuses de Monsieur le Président qui n'a pas pu être parmi nous ce matin. Donc, il m'a demandé de le remplacer lors de ce mot. Donc, je vais essayer de me focuser sur deux points importants. Tout d'abord, je tiens à féliciter les organisateurs du colloque, 14e colloque, pour tout d'abord le sujet qui est d'actualité et aussi pour la qualité des différentes présentations que j'ai eu l'occasion de voir à travers le programme. Donc félicitations et puis aussi bonne conférence. Alors l'université Mohamed V, comme vous le savez, est un acteur majeur au niveau de l'enseignement supérieur au Maroc. Je rappelle juste quelques chiffres. Hein. C'est 8% des étudiants de l'enseignement supérieur marocain qui étudient à l'université, mais nous formons des compétences puisque nous formons pratiquement 20% des masters, 30% des médecins et 20% des ingénieurs du Maroc. Donc nous contribuons de manière active au développement du Maroc. Et par cela, nous sommes intéressés non seulement par le développement du Maroc, mais également par le développement de l'Afrique, puisque 70% de nos étudiants étrangers viennent d'Afrique. Et nous sommes fiers justement de compter ce nombre important et de contribuer non seulement par la formation que nous faisons, mais aussi par la recherche et par toutes les actions de collaboration au développement de l'Afrique. L'université est engagée, comme je l'ai dit, dans le développement du Maroc, et pour cela, donc, elle a mis comme priorité au niveau de la recherche 6 thématiques. Et vous allez le voir, ça a un lien finalement avec la thématique d'aujourd'hui. Alors, les 6 thématiques prioritaires de recherche au niveau de l'université, c'est tout d'abord le développement durable. Et dans le développement durable, il y a les changements climatiques. Nous savons effectivement l'intérêt et l'importance pour le Maroc de travailler sur les changements climatiques au niveau de la recherche, que ce soit au niveau des sciences et techniques, mais également au niveau des sciences humaines et sociales. La deuxième thématique prioritaire, c'est tout ce qui concerne les procédés et les matériaux innovants. C'est l'économie de demain et c'est la technique ou la technologie de demain. Le troisième, concerne la santé. Et la thématique, en fait, c'est la santé pour tous, c'est permettre l'accès aux soins à la grande majorité de notre population à des prix raisonnables et compétitifs. Le quatrième axe, c'est l'éducation pour tous, à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'université, le primaire, secondaire, mais également dans l'entreprise et en fait tout ce qu'on appelle maintenant la société apprenante, c'est-à-dire apprendre tout au long de la vie et où que l'on soit à travers les nouveaux systèmes numériques. Le quatrième axe concerne la compréhension du monde et des cultures. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, dans ce monde, nous avons besoin de nous comprendre et surtout de comprendre l'histoire des peuples et les différents besoins des différents peuples, ainsi que les langues et les traditions. Et le dernier axe, je l'ai laissé en dernier, ça concerne les changements et les risques dans le monde. Et ça, pour moi, c'est un axe qui est non seulement transversal, puisqu'il y a d'une part les risques naturels, notamment la sécheresse. On a vu au Maroc, l'année dernière, il y avait les feux de forêt, il y a des tremblements de terre qui arrivent tous les jours, il y a tout un ensemble de risques potentiels, et il y a des risques politiques et économiques. Et Dieu sait que ces dernières années, depuis 2008 d'ailleurs, avec la crise financière, et puis toutes les différentes crises qui sont suivies, le printemps arabe, et puis plus récemment la période Covid, maintenant les différentes guerres, on voit que ça a un impact sur le Maroc. Et là, une faculté comme la vôtre, mais également toutes les facultés d'économie, de gestion et de politique et de droit ont un rôle tout à fait naturel à proposer des solutions pour permettre à nos acteurs économiques de faire du commerce et d'investir de manière plus sûre. Donc l'idée est vraiment d'être dans un monde non pas réactif mais proactif. Il s'agit d'anticiper les crises et surtout en tant qu'universitaire de proposer et de guider les différents gouvernements de nos pays à choisir les voies les plus idoines, nous permettant d'atteindre
des niveaux de croissance intéressants et surtout permettre de satisfaire les besoins essentiels de nos populations africaines. Et je le rappelle à nouveau, le développement du Maroc n'est pas un développement isolé, il est lié à celui de l'Afrique et on se considère comme un des leaders pour promouvoir l'unité africaine et le développement de l'Afrique. Voilà, donc c'était juste quelques mots, je ne vais pas tarder plus, et donc je remercie à nouveau les organisateurs du colloque et je vous souhaite une bonne continuation. Merci, Monsieur le Vice-président. Et je vais donner la parole tout de suite en ligne à Monsieur Owen Douk, directeur de la connaissance, de l'information, de la coopération avec le monde académique et du programme de recherche d'OMC au niveau de l'Organisation mondiale du commerce. Je tiens à le remercier beaucoup pour son soutien aux activités de la chaire de l'OMC de l'Université Mohamed V et également pour avoir permis à ce colloque de bénéficier dans le cadre de la session plénière qui va suivre l'intervention d'un grand chercheur au niveau de l'OMC, Marc Aubin, qui est conseiller senior de la cohérence du commerce, de la finance et qui s'occupe un peu également de l'interaction, de la coopération entre l'OMC, le FMI et la Banque mondiale. Vous avez la parole, Monsieur Owen. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Bien. Oui, très bien. Merci beaucoup. Alors, je suis très ravi de vous adresser, Monsieur le doyen Azzedine, la directrice du bureau régional de la Commission économique, Monsieur Elma Madoui, du secrétariat général de l'Union de la Méditerranée, Monsieur Amras, direction des relations commerciales internationales du Maroc, Monsieur Septi, directeur de Remède Business, et Madame Bastion-Gilles, maître de conférence, et aussi des autres académiques qui sont présents. Je vous souhaite une cordiale bienvenue à ce colloque international de Rabat qui consacre les nombreuses précédentes éditions organisées par la chaire du Royaume de Maroc dans le cadre du programme des chaires. En tant que directeur en charge du programme des chaires de l'OMC, je voudrais exprimer ma profonde satisfaction de voir ce colloque perdurer et se réaliser pour la 14e fois et la participation de tant d'experts et personnalités membres du réseau des chaires OMC, de la communauté académique et des autorités nationales, régionales et internationales. Je voudrais exprimer mes félicitations à notre ami, monsieur le professeur Azzedine, doyen de la FSGES Suisse à l'Université Mohamed V de Rabat, pour maintenir cette conférence internationale qui est devenue un rendez-vous incontournable des chercheurs et universitaires du pourtour méditerranéen. Et je souhaite également saluer les partenaires de cette conférence. Mesdames et messieurs, le programme des chaires a pour but de soutenir et promouvoir les activités académiques liées au commerce international, à savoir la recherche, le développement du curricula et la dissémination de travaux académiques pour les décideurs politiques des universités et des établissements d'enseignement supérieurs des pays en développement et pays les moins avancés. Madame la directrice générale, Dr Konde Ibeala, attache une grande importance à cette approche qui réalise des résultats importants depuis sa création. L'objectif étant de faire faciliter les échanges entre les universitaires et analystes avec les décideurs politiques, et ce colloque qui vous réunit aujourd'hui en est une parfaite illustration. 17 nouvelles chaires ont aussi venu rejoindre le réseau en 2021. Aujourd'hui, parmi les 36 chaires qui comptent le réseau, 13 sont africains. L'Afrique constitue une part importante de ce réseau international et la chaire du Maroc
compte parmi les plus expérimentés du continent africain. Le programme des chaires n'est pas simplement un programme de financement, mais aussi un réseau et une plateforme pour faciliter la collaboration entre les chaires, le secrétariat de l'OMC, les missions permanentes auprès de l'OMC à Genève et les décideurs politiques dans les capitales. La philosophie du programme se base sur le fait qu'en développant les compétences techniques et académiques des universités, cela crée une expertise durable qui soutient les membres de l'OMC et leur permet de profiter pleinement du système commercial multilatéral. Un échange proactif est nécessaire pour que les institutions puissent générer des projets de recherche individualisés et adaptés aux réalités des économies de la région. De plus, le réseau des chaires peut aussi soutenir l'intégration économique sur l'échelle régionale. En effet, comme j'ai mentionné, la chaire du Royaume du Maroc appartient à un réseau de 12 autres institutions universitaires africaines qui font également partie du BCO. Ceci envisage la possibilité pour des collaborations fructueuses et importantes, notamment dans le contexte de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, qui permettra par la même occasion de renforcer le système commercial multilatéral. Je salue la présence des représentants des chaires du Sénégal et du Bénin qui participent une nouvelle fois à cette activité. La chaire OMC du Maroc est particulièrement active. En effet, il y a quelques mois, j'ai participé à un séminaire de restitution d'une étude sur les enjeux de l'adhésion du Maroc aux négociations plurilatérales sur le commerce électronique en étroite collaboration avec beaucoup d'acteurs nationaux en charge de la formulation et de la mise en œuvre de la politique commerciale marocaine. En effet, cette étude était réalisée dans le cadre des activités du programme de chaire et de l'université Mohamed V de Rabat avec le soutien financier du PCO. Ce projet consistait à réaliser une étude sur le thème des négociations commerciales plurilatérales basée sur une approche participative et inclusive impliquant l'ensemble des acteurs marocains concernés par le commerce électronique. Votre étude portait sur un sujet important qui est la question de la digitalisation relative à la politique commerciale et ses implications en matière de croissance économique, mais aussi en termes de création d'emplois. Voici une illustration concrète de l'importance de la chaire dans l'analyse de la politique commerciale du Maroc. Mesdames et messieurs, votre conférence se déroule quelques mois après la 12e conférence ministérielle de l'OMC. Comme vous le savez, les membres de l'OMC ont conclu avec succès la 12e conférence à Genève par un ensemble d'initiatives et de sujets clés dans les domaines du commerce et du développement inclusif. L'ensemble des résultats de Genève vient confirmer l'importance historique du système commercial multilatéral et met en exergue le rôle important de l'OMC dans la recherche des solutions aux problèmes les plus pressants du monde, en particulier au moment où il est capital de trouver des solutions mondiales et de faire en sorte que la coopération multilatérale puisse permettre de trouver des solutions durables aux défis actuels et nombreux. En effet, votre conférence aborde des thèmes qui se trouvent au cœur des discussions actuelles à l'OMC. Le contexte et pour les crises dans lequel le monde est plongé est un sujet central de ce colloque. L'impact de la crise sanitaire de Covid-19 et de nombreuses conséquences économiques, alimentaires et humanitaires de la guerre en Ukraine ont eu de fortes répercussions sur la croissance économique et la position de plusieurs pays de la région dans le commerce international. En dépit de ces aspects négatifs, la polycrise doit néanmoins être considérée comme une période de polyopportunité. La situation actuelle doit aussi être une opportunité afin de permettre à la région d'atteindre son potentiel dans le secteur du commerce et d'une croissance inclusive. Et ce, tout en améliorant les conditions de vie de la population, l'insertion des femmes et de la jeunesse et de permettre de créer des emplois décents. Ces points figurent parmi les objectifs fondamentaux de l'OMC définis dans les accords de Marrakech.
L'ensemble des résultats adoptés par les membres comprend entre autres, et loin d'être exhaustif, des modalités pour appréhender les questions relatives à l'insécurité alimentaire, l'exemption des prohibitions ou restrictions à l'exportation pour les achats des produits alimentaires du Programme alimentaire mondial, une déclaration ministérielle sur la réponse de l'OMC à la pandémie de Covid-19 et la préparation aux pandémies futures, une décision ministérielle sur l'accord sur les aspects de la propriété intellectuelle qui touche au commerce, un accord sur les subventions à la pêche et une décision sur le moratoire et le programme de travail sur le commerce électronique. Cette dimension est tout à fait intéressante et opportune dans le cadre du colloque qui nous réunit aujourd'hui. Permettez-moi de rappeler que notre directrice générale, Dr. Konjo Iweala, a mentionné récemment que la réduction des coûts commerciaux entre les pays de la région est une étape cruciale pour une plus grande intégration dans l'économie mondiale. Les estimations de notre indice des coûts du commerce de l'OMC, une mesure complète des coûts de politique commerciale, de transport, de communication et de transactions, suggèrent que le commerce avec les pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée reste très coûteux. Par rapport aux pays de la région nord de la Méditerranée, le coût d'importation et d'exportation des produits manufacturés est à 40% plus élevé. La mise en œuvre de l'accord de l'OMC sur la facilitation des échanges est également un outil essentiel pour réduire les coûts du commerce. L'OMC a fourni une assistance technique sur la facilitation des échanges aux pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée, ainsi que sur le commerce de l'environnement, l'accès au marché, les mesures correctives commerciales, l'agriculture et le commerce électronique. Je suis également ravi de vous annoncer que le secrétariat de l'OMC délivrera prochainement une formation pour les étudiants de la chaire qui sont des futurs experts et négociateurs marocains, mais aussi africains. Mesdames et messieurs, je saisis l'occasion pour féliciter une nouvelle fois la chaire de l'OMC du Maroc et de remercier les autorités marocaines pour leur soutien ainsi que tous les participants à cette conférence. Je suis persuadé que les résultats de ce colloque de Rabat ne seront pas seulement utiles aux autorités du Royaume, mais également à l'ensemble des membres de l'OMC. Et j'invite d'ores et déjà les participants à partager leurs études, présentations et conclusions. Pardon. Un problème avec la conduction. Bonjour, M. vous êtes toujours connecté. Les participants à partager leurs études, présentations et conclusions avec les autorités nationales, les autres chaires du réseau et aussi le secrétaire des membres de l'OMC et surtout les pays arabes et nord-africains à travers le groupe arabe, mais aussi le groupe africain. Des sujets majeurs tels que la question de l'insertion de l'économie africaine dans les chaînes de valeur régionales et globales traitées dans ce colloque apporteront de nouveaux éléments utiles à la croissance économique des PED et PMA, mais aussi l'étude des effets de la pandémie, de la crise russo-ukrainienne et du bouleversement climatique sur le continent africain. Nous devons insister sur l'ampleur de l'impact du changement climatique sur les populations. Les vagues de sécheresse dans certaines zones ont perturbé les capacités de l'exportation et de l'ensemble des échanges commerciaux. Il serait intéressant d'étudier, à partir des résultats de ces discussions, les pratiques commerciales profitables au redressement économique et des régions concernées et les opportunités qu'offre la conjoncture du commercial international. Dans ce même optique, il serait intéressant de se pencher à terme sur les conclusions de la communication portant sur l'évolution du commerce électronique face au changement du comportement du consommateur marocain en période de Covid-19. Les observations pourront apporter plus de perspectives dans le cadre des négociations et permettre de prendre en compte les nouvelles catégories de l'entreprise, des consommateurs et des produits dans la mise en place des futurs accords sur le commerce électronique. Nous sommes aussi persuadés que la publication des présentations du colloque permettra de diffuser encore
davantage les recommandations de vos travaux empiriques. Les dernières publications de la chaire du Maroc sont particulièrement éloquentes et le secrétariat de l'OMC est à votre disposition pour continuer à vous appuyer dans cette dynamique. Je remercie également les autorités françaises, autrichiennes, coréennes et australiennes pour l'appui financier qu'ils ont bien voulu apporter au programme des chaires de l'OMC. Et je remercie les autorités marocaines ici, aussi bien à Genève qu'avec la représentation permanente de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Omar Sliver, et à Rabat avec le ministère du Commerce et de l'Industrie pour leur soutien, ainsi que tous les participants à cette conférence. Je vous souhaite beaucoup de succès avec cette 14e édition du colloque de Rabat. Mon équipe, et surtout notre ami et collègue Mustafa Salmi Jalab, qui est un grand compatriote marocain, et moi restons disponibles pour vous soutenir dans vos efforts. Je vous remercie et je vous souhaite plein succès à vos travaux. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Directeur, et je vous remercie pour le soutien apporté à ce colloque et aux activités de la chaire de l'OMC. Et la dernière réponse positive a été l'accord donné pour envoyer un expert de l'OMC ici à Rabat la dernière semaine, Inch'Allah, du mois d'avril, pour animer un séminaire sur les questions couvertes par l'OMC, qu'il s'agisse de questions classiques ou de questions nouvelles comme le commerce électronique, le développement durable. Et il va animer ce séminaire un expert de l'OMC au profit des étudiants de master et au profit de doctorants travaillant sur ces problématiques. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. Et je donne la parole tout de suite à Monsieur Kemal Medawi, du secrétariat général de l'Union pour la Méditerranée, qui a répondu également positivement à notre invitation à la 14e édition de ce colloque international. Vous avez la parole. Bonjour à tous, Monsieur le Doyen, Mesdames et Messieurs, Madame la Directrice, Mesdames et Messieurs, bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier l'Université Mohamed V Suisse pour les d'invitation, mais aussi l'ensemble des partenaires de vouloir bien associer l'Union Méditerranée à Barcelone dans cet exercice de réflexion. On a répondu présent et à écouter les différents intervenants. Je le dis de départ, c'est que je veux dire, c'est une entrée satisfaction du moment où on se retrouve dans l'agenda des différents intervenants, différents points avancés concernant les enjeux que connaît notre monde, qui est en pleine mutation et qui nous impose à nous adapter à chaque fois, à chaque étape, et surtout à mettre un reset sur nos agendas respectifs et sur une feuille de route pour l'avenir de la région. Notre présence aussi se justifie par une humble et concrète envie et disponibilité, disposition à écouter, et surtout être à l'écoute du secrétariat des différentes opinions, des différents intervenants, mais aussi des différentes structures autour de la région, et surtout, mais même aussi au niveau de la société civile, y compris les étudiants, y compris les structures universitaires, parce que la réflexion à sens unique n'est pas prouvé que n'a jamais fonctionné, mais s'ouvrir aussi sur différentes plateformes pour justement pouvoir assumer notre rôle et notre mandat qui est décerné par les États membres au niveau de la région, est un enjeu majeur pour nous et on l'entend avec un grand intérêt justement pour apporter des réponses adéquates à la région. Je risque peut-être de me répéter par rapport aux intervenants qui m'ont précédé, mais on est conscient aussi au niveau de l'Union Méditerranée, c'est que les enjeux de la région sont multiples et j'ai bien retenu le concept de polycrise qui figurait dans le programme de la région, mais j'ai agréablement aussi retenu la dernière intervention de l'AMC sur les polyopportunités. Et sur ce concept-là que nous, on travaille au niveau de l'Union Méditerranée, justement en travaillant sur les root causes, ou bien sur les raisons, c'est des causes
qui justement nous mène à réfléchir, pour ne pas dire à éviter de diaboliser la situation dans la région, notamment en mettant l'accent sur les opportunités qui sont présentes. Aujourd'hui, l'Union Méditerranée est un fruit d'un long processus de coopération, et je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que certainement vous le savez. Donc on est l'héritier d'un projet de Barcelone qui à un moment donné a démarré pour justement, encore une fois, dans ces situations de crise, et justement pour apporter des réponses à une région qui a soif de solutions, a soif à des réponses, mais aussi à plein d'attentes en stand-by sur la région. Ceci a été, je dirais pas malheureusement, mais en tout cas traduit en 2010-2011 avec le printemps arabe, où justement il nous a obligés, en tant que partenariat au niveau de la Méditerranée, à revoir notre agenda. Pendant 5 ans, on a vu un agenda qui était en pleine gestation, c'est-à-dire en 2010-2011, on a eu le printemps arabe, en 2015, on a eu la nouvelle politique de voisinage au niveau de la région qui a été présentée par l'Union européenne pour la région, mais qui a repris le problème, c'est quasi les mêmes concepts, mais avec une vision beaucoup plus axée sur la stabilité et sur la stabilisation. La naissance du secrétariat de l'Union Méditerranée a été créée dans ce sens, et je me félicite aussi que 2 ans, 3 ans, on avait accompagné en tant qu'au Maroc à l'époque justement la création d'une université romaine qui était, vous avez eu de l'honneur d'accompagner l'étape d'études de fameux long paper qui a commencé avec la Slovénie à Porto. Et nous, le Maroc, on l'avait repris avec l'étape virtuelle qui a germé à avoir une université physiquement. Et je crois que l'histoire a donné raison au Maroc en insistant à avoir une université sur des axes de coopération qui pourraient former l'élite de demain, ceux qui vont justement accompagner la mise en œuvre et la conception de cet avenir. Le secrétariat, on travaille déjà sur un mandat certes technique, mais le politique est toujours présent. De Barcelone à l'Union Méditerranée en 2008, c'est vrai qu'on a essayé, vous ne l'aurez pas caché, mais à le remettre au second plan, pour ne pas le mettre en avant, c'est justement pour travailler sur le positif. Parce que le constat a été donné au niveau des États membres, c'est que la région attend un impact. Et le printemps arabe, entre 2008, où la conception de l'Union Méditerranée a été lancée, et 2010-2011, avec le printemps arabe, a donné raison encore une fois à cette réflexion, c'est qu'on doit peut-être reléguer ce second plan d'une autre manière, traiter d'une autre manière les choses qui fâchent, si je peux dire ça, au niveau de la région, mais travailler sur ce qui nous unit, sur les chantiers sur lesquels on peut avancer. La jeunesse a été un thème prioritaire. Juste vous raconter une anecdote, c'est que lorsque l'Union Méditerranée a été créée en 2010, j'avais eu le privilège de travailler à l'époque même au lancement du secrétariat, c'est que on a été surpris du lancement du printemps arabe à un moment donné. Sauf que même à l'époque, le mandat jeunesse ne figurait pas dans l'exercice. Et de fur et à mesure, on a commencé à nous adapter. Et justement, autant qu'outil, autant qu'instrument au service du partenariat, mais aussi pour répondre encore une fois aujourd'hui à un agenda. Le mot crise, malheureusement, a toujours accompagné la Méditerranée, mais à l'Union Méditerranée, on travaille sur un agenda positif, comme Madame Mitrechère, c'est une aussi, elle a justement eu cette fameuse idée de l'agenda positif, et justement travailler sur ce qui nous unit pour avancer et ne pas stagner au niveau sur des sujets qui nous séparent, qui nous divisent et qui fâchent et sur lesquels on ne peut pas rester dans une salle pour justement lancer des actes de coopération. Le résumé de l'histoire, c'est que à l'Union Méditerranée, on travaille sur 3 axes principaux, et peut-être on va le répéter tout à l'heure ce matin, c'est rétablir la confiance. La région souffre de confiance. Et quand je vois en tant que Méditerranée, le mot crise, parfois j'ai une crispation sur le mot parce qu'il me fait peur, ça je ne vous cache pas. Mais on est tellement optimiste au niveau de ce secrétariat, c'est que quand on touche des sujets qui ont un impact direct, la femme, la jeunesse, l'énergie, le mot climat, revenu ce matin à plusieurs reprises, l'environnement, avec un pavillon méditerranéen qu'on avait lancé à Sharm el-Sheikh par exemple, ce sont des sujets d'actualité qui s'imposent à l'agenda méditerranéen, qui n'attendent pas. Et surtout, cette année, justement, parce que je parle à des jeunes ce matin, c'est que le forum régional de cette édition du mois de novembre, des ministres étrangères, ont eu comme thème central de la jeunesse. Et le monde a donné à l'Union Méditerranée dans ce sens-là, c'est justement travailler
La preuve, c'est que la jeunesse, encore une fois, est un thème horizontal au niveau de toutes les divisions du secrétaire général du plan Méditerranée. Et pour résumer, c'est qu'on se penche vers l'avenir. Et si j'ai une proposition à faire, c'est que peut-être un nouveau séminaire sur les polyopportunités pourrait être pertinent pour la prochaine édition. Verser ou switcher d'une polycrise à une polyopportunité s'impose sur nos autres perspectives. Je termine un mot, c'est que si à un moment donné la fin de l'histoire a été répandue comme axe de réflexion ou comme jugement sur l'avenir du monde, je peux dire que pour nous, au secrétaire du plan Méditerranée, l'histoire et l'aventure continuent. Merci beaucoup. Merci, monsieur Kemal Medaoui, pour la Méditerranée. Et si je retiens quelque chose d'important dans le cadre de votre intervention pertinente, c'est de travailler prochainement sur les polyopportunités, ou la polyopportunité, je ne sais pas comment on peut dire, post-crise, Inch'Allah. Dans tous les domaines, qu'il s'agisse de commerce, d'investissement, de développement durable, etc. Donc tout de suite, je vais donner la parole à M. Hicham Sisi, qui est directeur de Euromed Business School de l'Université Euromed de Fès. Et je le remercie d'avoir déjà joint cette édition en tant que co-organisateur. Et je remercie également ma collègue Hafsa de Euromed, avec qui on a collaboré dans le cadre de ce colloque, où ils ont joué un rôle important dans la conception de 2 tables rondes dans le cadre des activités de ce colloque. La première porte sur la nouvelle configuration des chaînes de valeur globale et l'impact de cette configuration sur les pays de la région. Et le deuxième, bien sûr, sur un sujet d'actualité en rapport avec le verdissement de l'économie verte et les rapports nord-sud dans cette perspective. Oui, merci, M. Sisi, vous avez la parole. Merci Monsieur le Doyen, merci à tous, bonjour mesdames et messieurs, chers collègues, ravi d'être parmi vous ici, ravi effectivement, comme l'a rappelé le professeur Ofran, d'avoir pris part à l'organisation de ce colloque, et je remercie le professeur Ofran d'avoir accepté d'associer l'Université Euromed à l'organisation de cette conférence, de ce colloque. Je serai extrêmement bref dans ma prise de parole. D'abord parce qu'un gestionnaire qui s'adresse à des économistes, c'est toujours une prise de risque importante pour lui, donc je ferai bref. Et surtout, voilà, intervenir après plusieurs brillantes interventions, on a du mal à avoir des choses extrêmement intelligentes et nouvelles à dire. Je dirais 2 petits mots sur le RIMAS, parce qu'aujourd'hui je ne vous parle pas en tant que directeur de la Business School, mais en tant que co-directeur avec ma collègue professeur Hassan Bikri du RIMAS, qui est donc le Research Institute for European, Mediterranean and African Studies, qui est en fait le centre de recherche sur ces enjeux d'Euro-Méditerranée-Afrique de l'Université Euromed, auquel on n'a pas voulu forcément attribuer un format de centre de recherche classique, mais plutôt un format de think tank. Pourquoi avoir choisi le format de think tank? Parce que, si Medaoui le rappelait à l'instant, l'université est née dans un contexte particulier, qui est un contexte de construction de dialogue nord-sud et autour de la région méditerranéenne, et donc on a voulu donner à notre entité de recherche plutôt une dimension d'influence, pour pouvoir être dans un dialogue non seulement entre chercheurs, c'est quelque chose qu'on sait très très bien faire, on discute beaucoup entre nous dans les conférences, dans les dialogues, mais aussi avec le grand public et avec les décideurs. D'où l'intérêt du format think tank qui nous permet justement d'aller au-delà
de la recherche et de pouvoir être dans un projet de production d'un narratif et de plaidoyer sur un certain nombre de sujets en direction des preneurs de décision, que ce soit au Maroc ou dans la région euro-méditerranéenne dans laquelle on se projette naturellement. Dans le cadre de ce think tank aussi, l'intérêt c'est qu'on arrive à y associer, contrairement à ce qu'on fait aussi dans des labos de recherche, on arrive à y associer des chercheurs qui viennent de disciplines différentes. Et au sein du think tank, nous sommes des chercheurs en économie, mais aussi des chercheurs en sciences politiques, mais aussi des chercheurs en sciences et techniques. Et on est convaincu que c'est la convergence des différentes perspectives qui permet de nourrir une lecture à forte valeur ajoutée et qui permet d'avoir justement des réponses, en tout cas les plus complètes possibles et les plus denses en termes de connaissances et en termes de propositions pour les managers et pour les responsables, les preneurs de décision publiques. Dans le cadre du sujet du colloque, alors il se trouve que le think tank de l'université est né quelques mois, quelques semaines avant la crise du Covid. Et donc on s'est retrouvé par définition des Covid natives nés dans la crise et donc par définition obligés de réfléchir, de penser la crise et de penser les possibles désirables en post-crise. Et dans ce cadre-là, on a développé des réflexions sur les 3 dernières années qui viennent de passer. Et de ces réflexions naissent, disons, une vision, en tout cas des propositions, dans laquelle on considère qu'il y a 6 forces qui travaillent et qui sont en train de réagencer les enjeux autour de l'investissement et du commerce international. Et je vais revenir très brièvement sur ces 6 forces-là, en espérant que ça puisse nourrir les discussions, les échanges que nous aurons tout au long des 3 jours. La première force, par définition, c'est la transition digitale, qui est la lame de fond et qui, sur les aspects de commerce et d'investissement, se traduit notamment par l'émergence et le développement fort de l'industrie 4.0, qui lui-même reconfigure en partie les chaînes de valeur et les chaînes logistiques entre les différents acteurs et qui amène à beaucoup plus d'intégration via le digital. Et la question, c'est qui sera capable de rentrer dans cette industrie 4.0 pour pouvoir rentrer dans les chaînes de valeur logistiques associées à cette industrie 4.0. Et c'est une réflexion très importante. Si un pays comme le nôtre ou d'autres pays de notre continent n'arrivent pas à passer vers ce type d'industrie, ils se verront assez rapidement écartés des grands circuits et des grandes évolutions économiques liées à la digitalisation. Deuxième grande dimension, deuxième grande force, c'est la transition écologique. Ça devient aujourd'hui une banalité de le dire, mais c'est important de le rappeler et de s'interroger sur comment les investissements sont réorientés vers les enjeux de la transition écologique. Et on a vu un certain nombre de grandes banques, je pense notamment à la Banque européenne d'investissement, qui aujourd'hui ne finance plus des projets d'investissement qui n'ont pas une dimension écologique ou qui ont un impact écologique négatif. Donc la question, c'est l'accès aux grands bailleurs de fonds dans un contexte où ces grands bailleurs de fonds sont en train de se détourner des investissements qui n'ont pas une portée écologique. La polycrise, c'est le thème de la conférence d'aujourd'hui, qui redéfinit, à mon sens, les fondements d'un terme qu'on a beaucoup utilisé pendant la crise Covid, qui est celui de la résilience. La résilience, vous le savez tous, ça vient de la psychologie, c'est la capacité à rebondir suite à un choc. Le problème, c'est qu'on est dans des chocs qui se succèdent très rapidement, voire qui s'ajoutent les uns aux autres en même temps. Donc, comment rebondir, comment être résilient alors que les chocs n'en finissent pas, eh ben, c'est un réel enjeu et c'est une réflexion, à mon sens, importante à mener sur nos économies. La question de la souveraineté, qui existait avant, mais qui a été renforcée par la crise du Covid, par la crise ukrainienne et par les autres crises que nous continuons à vivre, la souveraineté évidemment politique, mais aussi la souveraineté économique, sanitaire, alimentaire, hydrique, qui sont tout un tas d'enjeux sur lesquels, là encore, les économistes et les gens qui s'intéressent au commerce et à l'investissement doivent, à mon avis, se pencher de manière utile. Et enfin, la crise démographique, ou en tout cas les grandes évolutions démographiques, avec des courbes démographiques qui sont en train de s'éloigner, entre un nord vieillissant et un sud de plus en plus jeune, entre un
Nord qui a des besoins en termes de plus en plus tournés vers la santé, et un Sud avec des besoins de plus en plus tournés vers les infrastructures. Donc voici 6 problématiques ou 6 forces sur lesquelles nous essayons de travailler, sur lesquelles nous essayons d'apporter des propositions. Et je suis ravi de pouvoir être avec vous pendant ces 3 jours et pouvoir débattre de toutes ces problématiques-là. Je vous souhaite à tous et je nous souhaite à toutes et tous une très belle conférence. Merci à tous. Merci, monsieur. Et justement, j'ai retenu de votre intervention des forces, de la nécessité dans un contexte de politique de travailler dans des perspectives pluridisciplinaires. Et je crois que les interventions dans le cadre de ce colloque sont pluridisciplinaires parce que ces interventions vont rejoindre ce que vous avez exprimé, parce que ça va de la sécurité alimentaire à la problématique de la souveraineté numérique, sanitaire, etc. Et également, la deuxième idée, c'est de travailler un peu sur l'impact de la crise, sur l'économie normative, l'économie empirique. Et dans ce cadre, on aura une intéressante intervention des spécialistes de la chose, c'est Madame Cécile Bassidan, qui va nous éclairer sur ce qu'il a appelé réseau et modèle de dynamique longue de globalisation. 2 points, intégrer la modélisation des crises épidémiologiques. Donc, il vous a entendu. Je travaille un peu sur cette problématique dans une perspective empirique. Donc, les crises ne sont plus un phénomène conjoncturel. On commence à les intégrer dans les préoccupations des économistes, des politologues, des juristes. C'est pour cela qu'on parle de crise de droit international, de crise de la coopération multilatérale. Mais on ne se limite pas à faire l'état des lieux, mais on commence à réfléchir aux alternatives et aux moyens susceptibles d'aider aussi bien au niveau national qu'international dans le sens du traitement des conséquences de ces crises. Donc, pour ne pas être là, je vais donner tout de suite la parole à mon collègue, le dernier intervenant dans le cadre de cette cérémonie d'ouverture, Agmoun Mdari, qui est directeur du laboratoire d'études de la recherche juridique et politique, qui est une structure de recherche pluridisciplinaire domiciliée au niveau de notre faculté, mais relevant de l'université Mohammed V. Comme je l'expliquais tout à l'heure, Madame Bassidan n'a pas pu être en raison de grève en France, mais il va assurer son intervention demain en ligne, Inch'Allah. Donc, parmi les opportunités offertes par les crises, c'est l'adaptation à ce que vous appelez la 4e révolution industrielle, en prévoyant l'hybride dans le cadre de ce colloque. Et justement, ce qui nous a permis au niveau académique d'assurer une continuité pédagogique, une continuité administrative, c'est la crise Covid-19. Et maintenant, on a commencé à digitaliser, on a digitalisé la scolarité, on est en train de digitaliser même le bureau d'ordre. Pour demain, d'ici peu de temps, on aura la signature électronique du diplôme. C'est vraiment un changement radical par rapport aux résistances culturelles à ce genre de changement. Donc on a tiré les enseignements des crises pour essayer d'apporter des solutions d'avenir. Donc je donne la parole tout de suite à ces Xavier Agmoun. Mesdames et messieurs, chacun en son nom et qualité, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour participer aux travaux à la 14e édition, désormais à la 14e année, de ce colloque international qui est d'une grande importance, porte sur une thème, d'une actualité certaine, à savoir les relations entre le commerce et l'industrie.
J'ai parcouru le programme de ces 3 journées et je vois qu'il y a une prédominance des économistes. Et je veux ramener un petit peu le débat vers le volet droit et notamment l'approche juridique internationale. Généralement, les législations nationales, et ça on prend le cas du Maroc, ont déjà prévu une approche sur les investissements. Si on prend toujours le cas du Maroc, je cite la loi 03-22 relative à la loi cadre, relative à la charte d'investissement, et qui dresse comme objectif des nouvelles mesures de soutien à l'investissement, également des garanties pour les investisseurs locaux et étrangers et la création surtout d'un comité ministériel. Donc voilà, il y a un engouement sur le plan national. Moi je veux dire qu'indépendamment de l'emprise des législations nationales et également indépendamment des différences qui peuvent exister entre les États en ce domaine, quid de la réglementation internationale qui prend justement cette relation entre le commerce et l'investissement. On constate ici qu'il y a une multitude de cadres référentiels. Cette multitude exige, en ce qui nous concerne, dans un laboratoire qui regroupe des chercheurs et des juristes, l'élaboration d'une certaine typologie. Et ici, on retient pratiquement 3 cadres, 3 catégories. Tout d'abord, il y a le cadre universel, celui d'ailleurs piloté par l'OMC, dans le cadre de ce qu'on appelle le cadre sur les mesures concernant les investissements liés au commerce, accord MIC. Déjà, le préambule de cet accord énonce que son objectif fondamental, c'est la promotion et l'expansion de la libéralisation progressive du commerce mondial et de la facilitation des investissements. Il y a également le groupe de travail des liens qui existent entre le commerce et l'investissement, qui a été établi depuis 1996. On peut citer également dans ce cadre référentiel universel l'AGCS, donc l'accord multilatéral sur le commerce des services, qui réglemente le secteur des investissements étrangers dans le domaine des services. Sans citer bien entendu le rôle qu'apporte l'ONU à travers le COSOC, le Conseil économique et social, en matière de développement économique et social. Le deuxième type de ce référentiel normatif se situe dans les traités bilatéraux d'investissement. Ces traités, à ma connaissance, à ce jour, dépassent les 3000 traités bilatéraux. Initialement, ils ont été conclus entre les pays développés et les pays en voie de développement, mais on constate que l'évolution de cette technique juridique va conduire par la suite à l'utilisation de ces accords entre des pays en développement. En témoigne d'ailleurs l'accord conclu par la Chine et l'Inde en matière d'investissement international. Ces TBI sont très importants en matière donc, de cette connexion entre le commerce et les investissements. Ils contiennent des dispositions détaillées et spécialisées. Ils concernent également l'expropriation indirecte, l'environnement, la santé et le règlement de différends. Il y a une spécificité en Afrique qui attire notre attention ici, c'est qu'il y a une nouvelle tendance dans notre continent africain qui dépasse le cadre classique du droit international des investissements
et pour mieux intégrer, par exemple, la question de la protection de l'environnement, comme c'est le cas d'ailleurs dans le cadre de TBI, Maroc et Nigeria. Ou encore, c'est le cas dans le cadre du Code panafricain des investissements. Troisième type référentiel, ce sont les ALE, donc les accords de libre-échange, qui comportent effectivement des dispositions relatives aux investissements similaires à celles contenues dans les TBI. Cette activité conventionnelle concerne tous les pays développés et également ceux en développement. Je cite l'exemple des ALE conclus d'ailleurs par le Maroc, l'Union européenne, la Turquie, les États-Unis d'Amérique, ou encore dans le cadre de la coopération sud-sud, l'accord d'Agadir, donc qui regroupe le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et la Jordanie. On tend ici vers un approfondissement malheureusement stoppé depuis 2013, l'approfondissement de ces ALE à travers la conclusion des négociations qui devraient en principe aboutir à l'ALECA, l'accord de libre-échange complet et approfondi, stoppé net depuis 2019, et on espère, comme le disait tout à l'heure notre intervenant, que le nouvel agenda pour la Méditerranée 2021-2017 ouvre la porte à une participation européenne, notamment dans le cas marocain, au fonds d'investissement stratégique Mohamed VI. Sur le plan régional, la conclusion, toujours dans le continent africain, la conclusion de la SDK, la zone de libre-échange continentale africaine, entrée en vigueur depuis janvier 2021, pourrait, selon des études récentes, attirer davantage d'investissements directs étrangers, également une intégration des politiques en matière d'investissement, de concurrence, de commerce électronique et de droits de propriété intellectuelle, qui sont susceptibles de créer des marchés performants et compétitifs. Donc il est tout à fait loisible de constater que cette classification, cette typologie sur le plan juridique est importante dans la mesure où le renforcement du commerce transfrontalier et l'investissement peut déboucher en fonction de chaque cadre référentiel déboucher éventuellement sur donc, des chaînes de valeur et encourager la libéralisation du commerce. Il appartient généralement aux États, et en partenariat avec le secteur privé et la société civile, d'aménager et d'intégrer dans leur ordre juridique national et tirer profit de ces cadres juridiques pour effectivement améliorer et développer leur commerce et investissement. À nos amis étrangers, je vous souhaite la bienvenue à Rabat et je souhaite à vos travaux plein succès et réussite. Merci, chers collègues, pour cet éclairage juridique sur l'investissement dans le cadre d'un contexte de crise. Et avant de reprendre les travaux du psychologue, dans le cadre, toujours ici, dans le cadre d'une session plénière, qui portera sur le rôle de l'organisation internationale, multilatérale et régionale dans un contexte de crise, et qui sera modéré par notre ami, collègue, professeur émérite de l'Université de Lyon 3, Sylvain. Et c'est une séance très importante, pas seulement pour les participants à ce colloque, mais également pour nos étudiants en études internationales diplomatiques. Je parle de Masdel,
et également pour nos étudiants dans le cadre du Master Commerce International, également pour les doctorants qui travaillent sur des problématiques d'ordre international en rapport avec le rôle des organisations internationales dans la régulation de tous les phénomènes transfrontières, autant de crise ou sans crise. Donc on aura l'intervention dans le cadre de cette séance plénière de M. Marc Abouane, qui est conseiller senior au niveau de l'ONC, et de Mme Samia Hamouda de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, et de M. Kamal Medaoui pour nous parler, chacun à son niveau, des rôles joués par leurs organisations respectives. Mais avant qu'on puisse reprendre les travaux et donner la parole à ces éminents intervenants, on va observer une petite pause qu'on appelle, comme vous le savez, une pause thé ou pause café.